La pêche interdite. Cela faisait très longtemps que Bantou était parti et ne rentrait plus à la maison. Et comme c'était la fin de la moisson, le travail se faisait rare et j'avais quelques jours de repos. En même temps, Bantou avait la permission de rentrer. Je me demandais s'il avait su ce qui nous était arrivé quelques semaines auparavant. Mais il n'en avait jamais parlé, et nous non plus. Bantou se contentait de vanter ses exploits et nous disait qu'il connaissait un endroit où on pouvait attraper des poissons à main nue. Il avait décidé de m'y emmener avec lui. J'étais ravie de sa proposition. Nous allâmes pêcher près d'un barrage à une dizaine de kilomètres de la maison. Bantou avait dit juste. En fait, les poissons étaient plus nombreux que je ne pensais. Je les voyais nager à contre-courant, alignés comme les doigts de la main. Il y en avait même qui sautaient vers l'avant, hors de l'eau, avec les nageoires bien écartées et tendues comme s'ils avaient des ailes. C'était la première fois que j'assistais à un tel spectacle. J'étais émerveillée devant ce phénomène à la fois féerique et magique. Bantou descendait les attraper et les lançait vers la rive, puis moi je les ramassais pour mettre dans les seaux. J'étais très motivée de voir ces poissons débarquer bien vivants sur la rive autour de moi. Je n'avais ni faim ni soif sur le feu de l'action. Mais quand on avait arrêté, la fatigue s'était fait sentir. Vu la position du soleil, l'après-midi était bien avancé. Bantou avait fait du feu sur place pour faire griller les poissons. Le repas se composait uniquement du poisson grillé. Je me régalais. Les poissons étaient frais, juteux et bien sucrés. Jamais je n'avais mangé d'aussi bons poissons. Au fond, je remerciais Bantou de m'avoir fait connaître un pareil festin. Après avoir mangé, nous rentrâmes à la maison. Je trouvais que le chemin de retour était bien plus lourd que ce matin. En allant. Pourtant, nous passions par le même chemin, c'est-à-dire à travers les rizières asséchées. Peut-être était-ce dû à la fatigue en plus du poids des poissons. Devant tant de poissons, maman fut très heureuse. Elle les fit griller pour les repas du soir et pour le reste, elle les sala avec du sel qu'elle avait échangé contre du tissu qui lui restait pour faire sécher au soleil le lendemain afin de les garder le plus longtemps possible. Il faut dire que durant ce régime, les denrées alimentaires avaient plus de valeur que tout, même l'or et les diamants. Si quelqu'un voulait s'enrichir, il pouvait le faire très facilement, mais la plupart du temps, on ne cherchait qu'à manger et pas à s'enrichir. La pêche était tellement bonne que nous avions l'intention de revenir tous les jours, tant qu'on pouvait le faire et tant qu'il y avait des poissons. Mais le troisième jour de pêche avec Bantou s'est très mal passé. Pendant que nous étions en action, un soldat khmer rouge est arrivé. Avec son air très méchant,
Il nous demanda qui nous étions et d'où nous venions. Nous lui avons répondu que nous n'avions pas d'autre famille autre que nous deux et que nous venions d'un village loin de là. Soudain, il pointa son fusil sur nous et nous menaça de nous tuer en disant que nous n'avions pas le droit de venir pêcher loin de chez nous. Bantouk se mit à genoux devant le Khmer rouge et je fis pareil. Il le supplia de prendre les poissons et de nous laisser partir, car nous ne le savions pas. Toujours aussi menaçant, il nous emmena devant chez lui et nous laissa je ne sais pas combien de temps, mais cela me paraissait très long. Durant ce temps, je repensais à ce qui s'était passé avec maman et Bonvi au village et déjà je pensais que je ne les reverrais plus jamais. Ni Bantouk ni moi ne parlions. On restait assis côte à côte, tête baissée, le regard par terre, mais les pensées bien loin chacun de son côté. On resta là des heures et des heures. Il ne nous donnait ni à boire ni à manger. Le soir tombait, alors qu'on était sûr d'aller en prison. Il arriva et nous dit de partir sans les poissons et de ne plus revenir. C'était une deuxième vie pour moi. Les poissons n'étaient rien à côté de la vie sauve. On était rentré donc bredouille. Sur le chemin du retour, nous ne nous disions pas un mot. Nous étions très marqués par cet événement et nous étions encore terrorisés. Et pourtant, en approchant de la maison, Bantouk essayait encore de trouver quelques crabes sur le bord du petit canal pour ne pas rentrer les mains vides. Je compris tout à coup qu'il était très gêné vis-à-vis de moi. Je pensais qu'il avait honte, car il était très fier d'habitude et aussi il se sentait responsable de m'avoir entraîné dans cette mésaventure. À la maison, nous n'en avons pas parlé à maman. Et pourtant, on avait convenu de rien, mais c'était comme une sorte de compréhension entre lui et moi pour ne pas faire de la peine à maman. J'avais aussi une autre raison de protéger Bantouk, car je pensais que maman l'aurait grondé de m'avoir emmené. On dit tout simplement à maman qu'il n'y avait plus de poissons et elle nous crut. En plus, elle semblait tellement heureuse de nous avoir tous ensemble au repas que je n'osais pas lui faire de chagrin. Mais au fond de moi, je pensais encore à ce qui s'était passé à la pêche. Le bonheur que nous avions vécu ensemble ne dura pas. À tout moment, il pouvait nous séparer, nous détruire sans raison. Bientôt, Bantouk devrait repartir rejoindre son groupe. Même Bonvi devrait repartir, car il n'y avait plus aucune raison qu'elle restait, puisqu'elle était complètement remise de la maladie. Nous n'étions que trois à nouveau. Le régime se durcissait encore et encore. La plupart du temps, on remplaçait le riz par des feuilles de patates douces pour remplir l'estomac. Toutes les fois que j'allais chercher les feuilles de patates douces à 30 pas de la maison,
Je creusais et je volais quelques patates en prenant soin de recouvrir la terre de feuillage pour ne pas laisser de traces. Puis je mettais les patates au fond du panier et je les recouvrais des feuilles. Un jour, pendant que je coupais les feuilles, Yinei arriva. Elle avait le devoir de surveiller les patates à cet endroit-là, car c'était son ancienne terre. Elle vint vers moi et mit quelques patates dans le panier et remarqua qu'il y en avait au fond. Mais elle se contenta de me faire un sourire discret sans un mot. Et dans la soirée, elle vint en parler à maman et me conseilla de ne pas creuser toujours aux mêmes endroits. J'avais eu très peur qu'elle ne me dénonce au khmer rouge. Mais non seulement elle ne me dénonça pas, mais en plus, elle me donnait des conseils de survie. Je lui étais très reconnaissante de sa gentillesse et de sa discrétion. Une amitié unique brisée pour toujours. Des mois avaient passé. Nous avions déménagé vers la commune de Thlor, à l'exception de quelques familles et surtout des personnes âgées, dont Banti faisait partie grâce à la recommandation des anciens. Thlor était une région inondable. Rien ne pouvait être cultivé à moins d'être inondé et pourri au moment de la récolte. Il nous avait placé 2 à 3 familles par hutte sur des pilotis assez hauts afin de faire face à l'inondation saisonnière. Nous étions avec la famille de Yinei. Les adultes partaient travailler de plus en plus loin pour ne plus rentrer qu'une fois par semaine. Yinei s'occupait de ses petits-enfants en bas âge à la maison. Nous, les enfants, étions amenés à faire n'importe quelle tâche et à n'importe quel endroit. La plupart du temps, nous ignorions à l'avance, mais nous rentrions dormir à la maison tous les soirs pour le moment. Moch et moi, nous étions inséparables, comme 2 doigts de la main. Nous avions pris l'habitude de nous chercher tous les matins pour aller au travail. Quand il fallait passer du côté de chez moi, elle venait me chercher. Et quand on travaillait du côté de chez elle, j'allais la chercher. Nous étions très motivés pour aller travailler tous les matins parce que nous nous voyions. C'était bien la première fois que je m'entendais avec quelqu'un et j'éprouvais le besoin de la revoir tous les jours avec impatience. De son côté, je sentais la même passion vis-à-vis de moi. Quand nous étions ensemble, personne d'autre n'existait. Nous nous lancions des regards complices pendant que nous travaillions. Nous essayions toujours de trouver du travail l'une près de l'autre tant que nous pouvions. Pendant les moments de repos, nous nous isolions les autres, main dans la main. Nous nous amusions à explorer des lieux en quête des endroits calmes pour nous reposer. Nous nous parlions de tout et de rien, aussi bien des questions et réponses que des curiosités de la vie, comme par où naît un enfant ou comment un bébé est conçu. De temps à autre, d'autres filles nous rejoignaient pour discuter et à ce moment-là, une conversation sans fin et bien souvent sans réponse précise car nous n'étions que des enfants ignorantes sans éducation.
Certains disaient que les bébés naissaient par la bouche, par le nez, par les oreilles ou par le nombril et jamais par le sexe ni par le cul, car c'était impensable puisqu'ils avaient déjà leurs fonctions bien précises, pipé et caca. Quant à Moj et moi, nous croyions fermement, suivant la logique, qu'ils naissaient par le nombril vu où ça se situait. Cette merveilleuse amitié me consolait de l'absence de maman. Elle me donnait la force de me lever le matin et me donnait l'espoir le soir pour le lendemain. Mais cette amitié était trop parfaite pour durer. Un matin, alors que j'attendais Moj pour aller travailler, elle ne vint pas. Inquiète en pensant qu'elle était malade, j'allais la voir en courant, car j'étais déjà en retard. En arrivant en bas de chez elle, la porte étant ouverte, je l'appelai. Personne ne répondit. Je décidai de monter voir. Et à ma grande désolation, je trouvai la maison vide et quelques affaires éparpillées, dont le chapeau en feuilles de palmier de Moj qui était piétiné par terre. Pour la première fois de ma vie, je pleurais pour une amie. Je ramassai son chapeau et j'essayais de le remodeler pour lui donner sa forme initiale. Confuse, je m'assis un instant pour essayer de retrouver mes esprits. Mes jambes tremblaient, tellement j'étais troublée. Vu l'état du chapeau, je ne doutais pas un instant qu'ils avaient été emmenés par les Khmers rouges, car tout le monde savait qu'ils opéraient toujours la nuit pendant le profond sommeil. J'étais comme paralysée, rien que d'y penser, et je voyais déjà Moj torturée. Puis je me levai, en gardant instinctivement le chapeau de Moj à la main. Je descendis les escaliers et marchai en direction du travail. J'étais très en retard au travail et pour cela mon repas de midi put diminuer de moitié. Mais peu importe, car je n'avais pas faim. Je m'isolai des autres pendant le repas, sous l'arbre de poterie, pour mieux réfléchir et surtout pour pouvoir penser à elle. Je faisais comme si elle était encore là, mais rien ne pouvait remplacer son absence. Je me sentais profondément seule, tellement amère et si vide que je ne voulais plus voir ni adresser la parole à qui que ce soit. Je repensais encore à ces paroles qui disaient « À demain sous l'arbre de poterie ». Quand nous venions de découvrir cet arbre la veille, je m'étais demandé où elle et sa famille pouvaient bien être en ce moment. Et qu'est-ce qu'ils étaient en train de leur faire subir? J'imaginais toutes sortes de choses et j'avais mal. Les nuits suivantes, je suppliais Dieu de les sauver. Le chapeau de Moj ne me quittait plus. Je travaillais avec, je dormais avec, je mangeais avec, et je finissais par ne plus m'exprimer, sauf si nécessaire. Je me sentais vide.
Mon âme et mon cœur restaient fermés hermétiquement. Une semaine plus tard, les rumeurs disaient que c'était à cause de son père et de son frère qui étaient allés rejoindre les troupes des libérateurs qui avaient été enlevés. En fait, il y avait 3 autres familles qui avaient subi le même sort que la famille de Moch, parce qu'un membre de leur famille était parti dans la même nuit. D'ailleurs, maman avait dit que Bonti devait s'enfuir avec eux aussi, mais il avait manqué le rendez-vous parce qu'il ne s'était pas réveillé. Cela avait permis de sauver notre famille. La vie continuait sans Moch et elle ne fut jamais remplacée dans mon cœur. Ma noyade et ma punition. Le travail des enfants devenait de plus en plus pénible. Les inondations venaient rajouter des difficultés et on partait travailler de plus en plus loin, mais on revenait encore dormir à la maison. Un jour, on devait aller couper les cannes à sucre dans une autre commune inondée. La plupart du temps, on marchait dans l'eau à la hauteur de notre taille. Arrivant sur une route sèche en terre battue, une surprise de taille m'attendait. Les champs des cannes à sucre se trouvaient de l'autre côté du canal. Gorgés d'eau, ils coulaient à flot. Il aurait fallu nager pour traverser, et je ne savais pas nager. Heureusement, un grand garçon m'avait aidé pour l'aller. Il s'appelait Pat. Quant à son nom, cela m'importait peu. Par contre, pour le retour, on devait porter une boîte d'une dizaine de cannes à sucre avec soi. Pendant que je me résignais à me jeter à l'eau, les autres avaient déjà traversé. Je n'arrivais pas à me décider car j'étais consciente du danger encouru. Et je pensais à maman. Elle m'aurait aidée. Et Moch me manquait terriblement. Le soir était déjà très avancé. Je voyais certains commencer à partir. De peur qu'on ne me laisse toute seule dans ce marécage, je m'étais décidée de descendre le canal à tâtons pour sonder la profondeur, car tout était immergé et on ne pouvait pas voir où commençait le bord du canal. J'espérais que la botte de canne à sucre flotterait et m'emporterait vers l'autre rive pendant que je nagerais avec mes jambes. En fait, elle flottait dans le champ dont l'eau était calme. Mais plus je m'avançais vers le courant, plus elle devenait incontrôlable. Dès que je sentis le bord du canal sous mes pieds, par la force des choses, j'essayais de pousser le plus loin possible la botte de canne à sucre qui était déjà entraînée par le courant. Et je m'y agrippais fermement. Soudain, je m'aperçus que la botte coulait avec mon poids et j'étais en train de couler avec elle. Par instinct de survie, je lâchai prise et j'essayais de patrouiller dans l'eau tant que je pouvais. J'appelais à l'aide, mais les autres riaient en me voyant
en train de me noyer sans venir me porter secours. Je battais des mains et des pieds autant que je pouvais afin de sortir la tête hors de l'eau pour prendre une bouffée d'air, mais je sentais que la force m'abandonnait déjà. Et je buvais tellement d'eau que je n'en pouvais plus. Alors par réflexe, je me laissais emporter par l'eau, car je ne pouvais plus lutter contre elle. Et tout à coup, je touchais quelque chose et inconsciemment, je m'y agrippais de toutes mes forces. Je sentais une force qui me tirait, puis je touchais la terre ferme. Je vomis l'eau que j'avais bue pendant la noyade. Lorsque je fus remise, je reconnus la personne qui m'avait sauvé la vie. C'était Pat. Aussitôt, je me rendis compte à quel point on était loin du lieu de départ. Et puis, je m'aperçus que le chapeau de Moj n'était plus là, et cela me fit un pincement au cœur. Au retour, ils me supprimèrent le repas du soir, car j'étais rentrée sans les cannes à sucre. Comme j'étais déjà très épuisée, physiquement et très éprouvée émotionnellement, j'eus de la fièvre le soir même. Maman n'étant pas là, Guinée m'avait gratté partout sur mon dos et ma poitrine pour me faire rougir afin de me faire aller mieux. Mais cela me faisait tellement mal que je hurlais et me débattais pour me sauver. Mais elle ne me lâchait pas. Elle me tenait entre ses jambes et continuait son travail malgré mes pleurs. À la fin, elle me concocta une remède à base d'écorce d'arbre, bien connue pour sa vertu de faire tomber la fièvre. C'était très amer et très épais, car elle faisait mijoter pendant très longtemps pour avoir une potion très concentrée. Et là aussi, elle m'avait forcé à boire sa potion. Le lendemain matin, elle était allée avertir le chef du village de mon absence au travail. Et il fut d'accord, mais il m'avait supprimé le repas du soir, car de son retour de travail, la responsable de mon groupe avait estimé que je faisais semblant d'être malade. Par chance, maman était rentrée. Elle avait porté quelques ignames à la maison. La fièvre étant tombée, je repartis au travail le lendemain. Pat m'avait proposé de m'apprendre à nager en rentrant du travail, car on avait l'habitude de se baigner dans le fleuve tous les soirs. Et grâce à lui, je suis nagée le soir même. En fait, je n'avais parlé à personne de ma noyade, même pas à maman. Je n'étais pas très fière de moi, car j'étais la seule à ne pas savoir nager. Et surtout, parce que j'avais appris à ne plus rien dire de moi ni de ma famille. D'ailleurs, personne ne se demandait ce qu'on avait fait, ni si on allait bien, car c'était inutile, puisque chacun essayait de survivre le mieux qu'il pouvait. Mais ce qui me manquait le plus, c'était le chapeau de Moj, car il était le seul et l'unique chose qui me restait d'elle. Un dernier au revoir. Des mois avaient passé. Un jour, alors qu'on allait prendre le repas de midi à la cantine, on vit une personne enchaînée et exposée au soleil torse nu.
On ne pouvait pas vraiment distinguer si c'était un garçon ou une fille. Elle avait la tête rasée, le visage creusé par la famine. On ne voyait que le blanc de ses yeux. Quant à son corps, on pouvait compter toutes les côtes. La peau desséchée par la chaleur du soleil était collée aux os. En bref, elle ressemblait à un revenant. Mais on pouvait reconnaître que c'était un ou une adolescente à cause de sa petite taille. Personne ne devait lui donner à manger ni à boire, sous peine de recevoir le même sort qu'elle. Ce jour-là, j'aurais pu lui offrir à manger, car maman faisait la cuisine et j'avais le privilège d'avoir du gratin de riz au fond de la poêle. Mais j'étais lâche. Je n'avais pas osé. Je pensais à maman. Tout le monde savait que si une personne commettait une faute, elle et sa famille auraient été emprisonnées. Et prison égalait torture et mort. Impuissante devant une telle loi, je repartis travailler et en rentrant du travail, la personne n'était plus là. Il y en avait qui disaient qu'elle avait été reconduite à la prison et d'autres disaient qu'elle avait été exécutée dans un champ proche du village. C'était un adolescent. Je n'arrêtais pas de penser à lui et il me faisait penser à Maud. Je l'imaginais dans le même état que ce pauvre inconnu et cela me perturbait beaucoup. De jour en jour, je continuais à espérer qu'elle et sa famille seraient libérées. D'ailleurs, le jour où on a été ramasser des patates douces et des ignames chez Maud, j'en avais laissé beaucoup enterrés derrière moi, afin qu'elle et sa famille aient de quoi manger quand ils rentreraient. Un jour, pendant que nous mangions, nous fûmes informés qu'un groupe de prisonniers allait traverser notre village d'une minute à l'autre et qu'il fallait se dépêcher pour rentrer chez soi sans bouger. Nous n'en savions pas plus. En rentrant à la maison, maman avait préparé un petit paquet de sel dans l'espoir de voir venir la famille de Maud. Assise sur les escaliers, j'attendais le passage des prisonniers. Quand soudain, j'aperçus les premiers escortes Khmer Rouge et derrière eux, les premiers prisonniers. Je n'aurais jamais pensé que le cortège était aussi dense. Mes yeux dérivaient parmi ces gens maigres dans l'espoir d'apercevoir Maud, car j'avais comme l'impression qu'elle était là, au milieu de ce long cortège. Et ma recherche finit par porter ses fruits. Maud était là. Elle arrivait tout droit vers moi. Mon cœur battait très fort. Je ne la perdais pas des yeux. Quand elle arriva à mon niveau, je pus voir un bref sourire de sa part. Maman m'avait tendu le paquet de sel qu'elle avait préparé et je le lui avais lancé, car il ne fallait pas que la file s'arrête. Nos regards s'étaient croisés et très vite, je ne vis plus que ses cheveux au milieu des autres. Puis sa maman arriva. Elle s'arrêta en bas des escaliers en voyant maman.
Elle semblait chercher quelque chose dans sa poche pour donner à maman. Mais soudain, un garde-vin d'affaires avancé. Elle n'a pu donc donner ce qu'elle avait dans sa main. Mais elle avait pu dire à maman une phrase que je n'oublierai jamais. ជួយមើលអាមិចឲ្យបងផង Prends soin de Mike pour moi. Puis elle continua à marcher en larmes. Cette phrase signifiait qu'une de ses filles n'était pas avec eux. Après leur passage, j'étais restée là encore, assise sur les escaliers, à savourer ce bref instant où nos regards s'étaient croisés et son sourire que je n'avais pas trouvé changé. Mais son visage avait beaucoup maigri. J'étais un peu soulagée de la savoir encore en vie, mais je ne m'en réjouissais pas pour autant, car mes inquiétudes pour elle m'obsédaient toujours. Ce fut la dernière fois que je vis Maud. Quant à maman, elle ne cessait pas de rechercher Maud dès qu'elle avait l'opportunité de rencontrer des groupes de jeunes, mais personne n'avait pu la renseigner. Maman pensait qu'elle avait dû changer de nom, en sachant sa famille emmenée. De toute façon, c'était la seule solution pour ne pas être repérée. La conséquence de mon incrédulité. Des mois avaient passé. Mon groupe s'éloignait de plus en plus du village pour ne plus rentrer du tout. Nous étions réunis avec d'autres groupes des autres villages. Et j'y revoyais Sinad, ma cousine éloignée. On campait dans des huttes disposées côte à côte. Dans chaque hutte, on était une dizaine. Filles et garçons séparés. Sinad n'était pas dans ma hutte, car elle était dans notre village. Mais on se voyait tous les jours pendant et après le travail. À la sortie du campement, de l'autre côté de la rue, il y avait un très gros arbre de pau. Son pied devait mesurer 2 mètres de diamètre. D'après la légende bouddhiste, le pau est l'arbre de Bouddha, car il y méditait pour trouver le nirvana. Mes habitants, je ne connaissais pas grand-chose de la légende. Et pourtant, on m'avait prévenu qu'il y avait un couple de serpents sacrés qui vivaient dans cet arbre au niveau de la racine. Il était vrai qu'il y avait bien un grand trou et des offrandes des villageois, mais moi, je n'avais pas foi en ce lieu. Et pour le prouver aux autres, un soir, en rentrant du travail, je lançais des cailloux dans ce trou béant. Tout le monde courut au campement de peur des mauvais sorts jetés par les serpents. Ce soir même, je ne me sentais pas bien. Une fébrilité soudaine m'envahit. J'avais tantôt froid, tantôt chaud. Et subitement, je commençais à trembler dans tout le corps, tellement j'avais froid. Une responsable m'avait donné des comprimés à prendre et elle m'avait couvert de 2 couvertures, mais j'avais toujours froid. Je tremblais si fort qu'il avait fallu 2 adultes pour me tenir à terre.
Je ne sais pas combien de temps cela avait duré, mais j'avais très chaud et très soif et surtout, j'étais complètement vidée après cette crise. Je suppliais les responsables de me donner à boire, mais elles refusaient, car d'après elles, il ne fallait pas boire après cette crise. La fièvre avait provoqué des délires dans la nuit. Mes voisines me l'avaient confirmé. En sachant que j'étais malade, Sinat était venue me rendre visite le lendemain matin. Je lui avais demandé de me porter de l'eau et elle me répondit oui, puis elle repartit. Croyant qu'elle allait revenir de suite avec l'eau, je l'attendais avec impatience, mais elle ne revenait pas. Je lui en voulais à mort, car elle était la seule personne en qui j'osais espérer un peu de compassion envers moi. Toute la journée, j'étais restée toute seule dans la hutte, car les autres étaient partis au travail. J'avais supplié mes voisines de me porter de l'eau, mais personne ne le faisait. J'avais chaud et j'avais soif. Je ne pouvais pas aller jusqu'à la rivière à environ une centaine de mètres. Et en tant que malade, je ne devais pas sortir. J'attendis de l'eau jusqu'au soir où tout le monde rentra, mais personne ne m'apporta de l'eau. J'en voulais à tout le monde. Alors que je n'espérais plus rien de personne, Sinat était apparue avec de l'eau. Je me sentis de suite mieux après avoir bu. Elle m'avait fait revivre. L'eau de Sinat m'avait fait tellement du bien que je n'éprouvais plus de colère envers elle. Mais quelques instants après, je recommençais à trembler. Sinat était partie. Puis deux infirmières étaient venues me tenir à terre. Après la crise, elles me donnèrent très peu d'eau et elles me passèrent une serviette mouillée sur tout le corps et je me sentis mieux. Puis elles m'avaient porté du potage de riz avec du sel. En fait, les malades n'avaient droit qu'à un seul repas par jour. Le lendemain, la crise revint toujours au même moment. Et j'étais tellement affaiblie que je ne pouvais plus me lever. Comme je savais qu'après la crise, les infirmières allaient hydrater mon corps, je me mis sur le dos, les bras écartés pour leur faciliter les choses. Et j'avais pu voir un sourire complice entre elles que je traduisis comme de la tendresse et de la pitié. Même leur façon de me soigner avait changé. Elles s'appliquaient davantage et elles m'encourageaient à lutter pour survivre. Maman me manquait. D'ailleurs, je n'arrêtais pas de l'appeler dans mes délires. Au bout du 3e jour, les comprimés qu'elle me donnait n'avaient toujours aucun effet sur ma crise. Pire encore, je tremblais de plus en plus fort, 2 fois par jour, matin et soir, et cela durait de plus en plus longtemps encore. Voyant la gravité de mon état et à cause de leur pitié envers moi, car elle n'était pas obligée de me soigner, elle m'avait porté un grand bol de mixture liquide à base de plantes. Celle-ci avait un aspect verdâtre foncé avec un goût à la fois sucré
amer et âpre et qui sentait l'odeur des orties écrasées. Rien qu'à l'odeur, j'avais envie de vomir, mais je voulais vivre, alors j'avais tout bu. La mixture m'avait fait beaucoup de bien, d'autant que j'avais besoin d'eau et de force après chaque crise. Au bout d'une semaine, les crises diminuèrent régulièrement et finirent par disparaître complètement. Depuis, je me suis juré de ne plus déranger ce lieu sacré, ni aucun autre lieu sacré. Pour recevoir la suite, et afin de faire entendre nos témoignages les uns après les autres, cliquez sur aimer, partager et s'abonner en bas de l'écran. Cela ne vous coûte rien, mais au contraire, cela aiderait beaucoup à nos enfants. J'appelle à témoin ceux qui ont vécu durant ces périodes. Ne laissez pas ce mal aux oubliettes, car le mal oublié est aussi dangereux que la braise oubliée. Il peut revenir dans la vie de nos enfants par faute de notre silence. Nous avons le devoir de faire connaître au monde entier ce qui s'est passé au Cambodge. Ne restez plus dans le silence. Que ceux qui ont survécu de cet enfer me rejoignent pour témoigner votre propre histoire tour à tour, pour sensibiliser les jeunes générations afin d'éviter que ce régime ne puisse plus jamais revenir, ni au Cambodge, ni ailleurs dans le monde, car le risque est bien encore présent. Contactez-moi au 06 71 37 94 72 par mail alinelacoste69@gmail.com. Je viendrai recueillir votre témoignage chez vous si vous ne pouvez pas vous déplacer. Il ne s'agit pas de politique. Grand merci à vous.